Bonjour. Zéro carbone. Zéro carbone, c'est l'objectif que nous nous sommes fixés dans le cadre de REF 3, dans le cadre de la troisième révolution industrielle. Alors, c'est un objectif pour 2050, ça peut paraître loin, mais en fait, ce n'est pas si loin que ça. Si vous réfléchissez bien, pour atteindre cet objectif, il faut que nous obtenions des résultats immédiats, que nous engagions des actions sans tarder. La décarbonisation et la valorisation du CO2 représentent un énorme enjeu pour notre région, pour notre industrie et pour notre contribution en général en faveur du climat. Alors, l'industrie zéro carbone est devenue un des axes politiques de la région. Et d'ailleurs, au Conseil régional, il y a un vice-président qui est chargé du climat, de l'action climatique. Il s'appelle Guislain Cambier, j'ai le plaisir de l'accueillir avec nous aujourd'hui. Et je vais donc demander à Guislain Cambier de nous expliquer ce qui est entrepris, ce qui est prévu pour aller vers le zéro carbone dans les Hauts-de-France. Guislain Cambier. Merci Philippe. Si tout le monde m'entend, je voulais d'abord remercier ton travail parce que porter REF 3 en effet avec un objectif pour d'ici 2050, ça peut paraître lointain, mais ça vient très vite et il faut de la force, de la détermination et du pragmatisme surtout parce que il faut faire partager ces différents enjeux par tout le monde et c'est loin d'être évident. Alors le constat, oui. Dans les Hauts-de-France, on a une empreinte carbone qui est de près de 50% supérieure à la moyenne nationale. Et l'origine de ces émissions est atypique. En France, ce sont les transports qui occasionnent le plus de GES. En Hauts-de-France, c'est l'industrie qui domine largement, avec la moitié à peu près des émissions régionales, contre 18% pour les transports et 15% pour l'agriculture et la sylviculture. Bref, on dispose sur notre territoire régional, et ça s'explique, parce qu'on a un passé, un présent et un futur industriel. Non seulement que ça s'explique, mais on l'assume. Ce sont une bonne part de nos emplois. Et c'est vrai que l'industrie en l'état fait partie des gros émetteurs de CO2. Chez nous, le plus gros émetteur de CO2 en Hauts-de-France, il représente 10% des émissions industrielles nationales et la moitié de nos émissions régionales. Là, on va bien sûr parler d'Arcelor, mais lorsque le Conseil d'État, par exemple, nous rappelle, comme je dis, l'importance de respecter l'accord de Paris avec la neutralité en 2050 et dès 2030, moins 30%, eh bien, je veux saluer les entreprises comme Arcelor qui ont signé cet accord et qui s'engagent dans cette démarche. Alors, pour le climat, si on veut limiter les effets de cette hausse de CO2, eh bien, la décarbonation de l'industrie, c'est, tout en maintenant, bien sûr, voire en augmentant le nombre d'emplois, c'est un enjeu essentiel en Hauts-de-France et c'est un enjeu REF 3 majeur. Pour répondre à ça, les entreprises industrielles elles doivent faire évoluer leur mode de production, qui sont bien sûr encore largement dépendantes de l'énergie fossile, vers un modèle bas carbone. Et donc, il y a nécessité d'avoir des accompagnements pour les aider. L'efficacité énergétique, les changements de procédés, comme l'électrification, la chaleur bas carbone, sont au cœur des stratégies françaises et européennes pour cette décarbonation à cet horizon 2050. Et chez nous, il faut le traduire de manière très concrète. Donc, c'est un vecteur en même temps de saine gestion et donc de compétitivité pour nos entreprises en cette période de relance. On a entendu tous parler du Green Deal européen, du plan de relance national qui intègre ces logiques de décarbonation dans l'industrie et qui annonce des crédits importants. Et donc, il faut qu'on soit présent. La région, elle, et M. Vasseur est bien placé pour en parler largement, à travers toute la dynamique REF 3, a engagé un travail de longue haleine sur la matière dans différents registres, dans l'accompagnement des entreprises, dans la révision de leurs process, vers une plus grande efficacité, par le soutien des filières énergétiques nouvelles, sur l'accompagnement des dynamiques d'écologie industrielle, territoriale. Et donc, il faut accélérer ces dynamiques, massifier les effets, il faut positionner l'économie régionale sur ces différents domaines. Pour ça, il faut encore identifier les modalités pratiques, clairement. Il faut qu'on arrive à le traduire, une bonne articulation des différents acteurs européens, nationaux, régionaux, trouver les meilleurs moyens et les meilleurs leviers pour la plus grande valeur ajoutée régionale et optimiser l'usage des fonds nationaux et européens annoncés. On sait que souvent, on a quelques difficultés dans ce domaine. Et donc, il y a un cadre stratégique du plan régional industrie et CO2 qui est proposé ici à l'adoption. Concrètement,
On dit qu'il faut tisser des coopérations. Alors, c'est sur la plateforme industrielle, de transition industrielle, pardon, avec des partenaires européens, avec la Rhénanie du Nord-Westphalie, par exemple, que nous avons pu accueillir ici à Lille, avec des représentants des collectivités, des gouvernements de Silésie, de Lombardie, d'Écosse, du Pays de Galles, d'Émilie-Romagne, de province, de Hollande du Sud, d'Alberta, du Québec également, et du Minnesota et de la Californie. On a des échanges particuliers dans le cas du triangle de Weimar, avec une problématique partagée autour de l'industrie bas carbone et des profils d'entreprises relativement proches. Bientôt, hein, début décembre, le 3 décembre, nous avons avec nos collègues de cette nouvelle révolution industrielle une rencontre d'experts en webinaire d'ailleurs sur l'hydrogène vert, avec un focus sur l'utilisation industrielle. Et puis, à l'occasion de la journée CO2 Industrie et Territoire, le 8 octobre dernier, nous avons animé un atelier en distanciel sur les expériences territoriales européennes en matière de décarbonation de l'industrie. Enjeu qui est désormais d'atterrir sur des projets concrets de coopération avec ses partenaires européens. La question des ports industriels en est un bel exemple. Voilà, Philippe. Merci beaucoup, Guilla. On aura l'occasion d'y revenir tout au long de ce webinaire. Enfin, merci pour ce panorama. Tu as indiqué que les Hauts-de-France étaient particulièrement concernés par cette question de la décarbonation. Et au sein des Hauts-de-France, il y a des territoires qui sont plus concernés que d'autres encore parce qu'ils concentrent des industries émettrices de CO2 et qui se donnent en pointe sur la décarbonation. C'est le cas, bien évidemment, de Dunkerque, qui avait d'ailleurs accueilli cette fameuse journée du 8 octobre. Et dans le Dunkerquois, il y a un peu plus d'un an, avait été signé un manifeste intitulé CO2, Industrie et Territoire, qui avait été signé par ArcelorMittal, par Liberty Aluminium Dunkerque, par Comilog Dunkerque, par Ferroglobe Manganèse France, par la CCI du littoral Hauts-de-France, par la mission F3 et bien sûr par la communauté urbaine de Dunkerque, dont j'accueille le président Patrice Vergrit. Est-ce que nous avons Patrice Vergrit en ligne? Bonjour à tous. Cher Philippe, c'est avec plaisir que j'ai souhaité répondre à ton invitation à témoigner dans le cadre de ce webinaire sur la décarbonation de l'industrie, tout simplement parce que c'est un enjeu crucial pour notre territoire dunkerquois. Alors, pourquoi cet enjeu est aussi crucial ici à Dunkerque? Tout simplement parce que nous sommes un grand bassin industriel français et nous souhaitons le rester dans les années qui viennent, dans le futur. Sauf que, pour rester un grand bassin industriel, il nous faut aussi affronter les enjeux contemporains. Et parmi ces enjeux contemporains, la lutte contre le changement climatique. Et il n'y aura pas de lutte contre le changement climatique si nous n'arrivons pas à diminuer la production de CO2. Et c'est une chance ici que sur le territoire dunkerquois, l'ensemble des acteurs, qu'ils soient publics ou privés, aient compris cet enjeu. La gouvernance ici, de ce que nous résumons par la démarche territoire d'innovation, est bien la résultante de l'ensemble des acteurs publics et privés autour d'un objectif, la décarbonation de l'industrie. Je dois d'ailleurs saluer mon ami Dominique Père, qui je crois témoigne dans le cadre de ton séminaire et qui montre par l'exemple d'Arcelor comment l'ensemble des industriels dunkerquois sont mobilisés autour de cet enjeu. Et on sait à quel point d'ailleurs Arcelor pèse dans ses émissions de CO2 pour demain. Donc voilà le témoignage que je voulais te lancer, cher Philippe. Te dire à quel point ici le territoire dunkerquois est mobilisé autour de cet enjeu, à quel point l'ensemble des acteurs publics et privés en ont compris les ressorts et à quel point demain nous souhaitons le soutien de la région et même de l'État dans le cadre de son plan de relance pour réussir cette modernisation de l'industrie dunkerquoise, finalement entrée dès à présent dans le XXIe siècle. Merci Patrice. Effectivement, on peut considérer que la démarche qui est menée dans le Dunkerquois est une démarche territoriale exemplaire. En tout cas, elle est bien dans l'esprit de REV 3 parce que, comme vient de le dire Patrice Vergrit, elle rassemble tous les acteurs du monde politique, du monde économique, et notamment la Chambre de commerce et d'industrie du littoral Hauts-de-France. Je vais demander à sa vice-présidente Valérie Cotineau comment la CCI accompagne, comment elle coordonne et comment elle appuie cette démarche de décarbonation industrielle.
Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc effectivement, le rôle de la CCI, c'est de partager, de faire partager les différents acteurs du territoire sur cette problématique du CO2. Donc on pilote des échanges entre les industriels, mais aussi entre les collectivités ou les aménageurs. Donc collectivité, on a cité la communauté urbaine de Dunkerque, mais il y a aussi le grand port maritime de Dunkerque. Les enjeux, c'est de faire baisser les émissions de CO2, donc clairement par l'innovation, bien sûr. Donc, c'est les investissements des industriels dans leurs process, mais c'est aussi des synergies industrielles. Personne ne fera rien tout seul. Il faut que, au-delà de ces investissements personnels privés des industriels, il y ait une réflexion sur du partage du CO2 et de la valeur, et donc peut-être sur l'aménagement de pipes ou de solutions de transport du CO2 pour faire que ces produits puissent être peut-être utilisés dans différentes industries locales, ou bien qu'ils puissent être évacués vers des solutions de stockage. Donc il y a bien besoin d'une réflexion sur l'aménagement du territoire. Il y a besoin aussi de capitaliser sur l'expérience des autres territoires et des territoires européens. Le Conseil régional a cité justement toute cette expertise de la Rhénanie en Allemagne, de la Silésie en Pologne, de la Norvège, de la Hollande. Le rôle de la CCI, c'est aussi de mener ce dialogue avec ces territoires pour voir quelles sont les solutions les plus qui ont le plus fait leurs preuves et qui peuvent justement permettre, nous, de gagner du temps sur le Dunkerquois pour aller soit stocker du CO2 demain ailleurs, par exemple en mer du Nord, si c'est avec la Norvège, ou bien optimiser des process aussi. On organise aussi des échanges avec l'association CO2 Value Europe, et nous sommes adhérents maintenant de CO2 Value parce qu'on veut aussi capitaliser justement sur des solutions dans le domaine du stockage, mais aussi de la valorisation ou de l'utilisation du CO2, parce que tous ces champs-là doivent être étudiés en même temps. Alors la CCI aussi a contribué au financement d'une étude justement sur le CO2 concrètement sur un territoire comme Dunkerque, avec 6 industriels majeurs, vous les avez cités Philippe tout à l'heure. Comment on peut capter le CO2, le réutiliser, soit en interne dans les process des entreprises ou soit en faisant circuler le CO2. Et donc on est, avec l'aide de l'ADEME et le financement de l'ADEME, fait faire donc une étude sur la réutilisation du CO2. C'est très éloquent parce qu'on se rend compte que si on baisse le CO2 demain, si on réutilise, dans tous les cas, a priori, il restera probablement 60% du CO2 à stocker. Donc ça veut dire qu'il faut aussi travailler sur les solutions de stockage, d'où le lien peut-être avec les territoires européens. Voilà. On a financé aussi des études sur la chaleur fatale des industries et peut-être sur une autoroute de la chaleur, donc comment on peut utiliser la chaleur des uns pour faire du froid ou faire autre chose chez un autre. Donc vous voyez, on anime en fait toutes les logiques de synergie industrielle. Ensuite, deuxième volet, on anime aussi de la pédagogie et de la sensibilisation sur ce sujet-là, et c'était tout l'objet du manifeste, parce que il faut bien prendre conscience qu'il y a un intérêt majeur à aider les industriels à financer leur innovation. Et c'est pour ça que ce manifeste, nous l'avons porté auprès de la Commission européenne en mars 2020, mais on continue à le porter parce que si demain les industriels ne sont pas aidés dans leurs efforts de décarbonation par le fléchage peut-être des taxes carbone ou par des fléchages de taxes, enfin de l'innovation, on risque demain d'avoir des délocalisations ou en tout cas d'avoir des productions uniquement en Asie qui de toute façon, pour produire la même chose qu'en France, seront 5 à 8 fois plus émettrices de CO2. Quand je dis 8 fois plus émettrices, c'est le cas clairement de l'aluminium. Sur l'acier, c'est 5 fois plus. Bon, Dominique Père en parlera. Donc, on a un vrai enjeu à maintenir les productions industrielles carbonées aujourd'hui en France, mais qui se décarboneront progressivement. Voilà. Merci beaucoup, Valérie. Vous savez que les uns les autres, enfin, je parle pour ceux qui ne sont pas des intervenants, mais qui participent et qui écoutent ce que nous sommes en train de dire, qu'il y a la possibilité de poser des questions et qu'on attache beaucoup d'importance justement à cette interactivité.
Je vais demander à Fanny Lefebvre, donc, qui est chargée de recueillir les questions, si elle en a, pour Guylain Cambier et pour Valérie Cottineau. Fanny? Bonjour à tous. Alors effectivement, on a reçu quelques questions. Alors d'abord, peut-être, voilà, vous avez beaucoup parlé de cette dynamique CO2 industrie. Comment cette dynamique peut-elle profiter aux PME et TPE? Voilà, qui répond? Guylain? Cette dynamique REF 3, en effet, elle peut se transposer, même si je n'ai pas entendu le début de la question comme il le fallait, mais elle peut, à mon avis, se transposer aux TPE-PME qui sont déjà friandes de prendre ce pas technologique. On a déjà, par exemple, beaucoup d'entreprises de transport, dans la logistique, de manière générale, qui inventent déjà d'autres façons, ou qui réfléchissent déjà à d'autres façons d'organiser leur flux de transport, leur façon de charger leurs entreprises de façon à ce qu'ils puissent limiter leur impact de CO2 également. Et puis après, il y a tout le process général de production d'un produit quelconque. Et là, on a besoin d'avoir des entreprises qui soient non pas relocalisées, on va déjà éviter de perdre celles qu'on a chez nous, mais d'avoir des entreprises qui soient bien inscrites dans leur territoire, quelle que soit leur taille. On laissera parler M. Père tout à l'heure pour des grandes industries, mais on a besoin aussi d'un réseau derrière qui va s'appuyer sur nos ressources, sur notre marché pour rayonner. Et c'est là où on peut concrètement venir les aider, parce que dans des nouvelles façons de penser, par exemple, les zones d'activité, on a des travaux qui ont été engagés, par exemple, sur les zones d'activité REF 3. On réfléchit dès le départ à la façon de concevoir les fluides, les consommations d'énergie et la circulation de l'information entre les chefs d'entreprise pour que la zone d'activité ne soit pas simplement un lieu d'artificialisation d'espace comme on a pu faire pendant des années, et qui répondait à un moment à une mode et un besoin ou à une attente générale, mais qui puisse au contraire avoir quelque chose de beaucoup plus limité comme empreinte sur les territoires, parce que beaucoup plus adapté aux besoins des entreprises de cette nouvelle génération. Une autre question, Fanny? Oui, très rapide, toujours pour vous, Guylain Cambier, et j'aurai des questions pour Valérie Cottineau également. Est-ce qu'on a une idée des impacts potentiels sur l'emploi pour le territoire régional? Est-ce que vous voyez à peu près possible? Je ne me hasarderai pas à vous donner des objectifs chiffrés précis, parce que sur ce genre de calcul, ça peut être dangereux. Ce qui est certain, c'est que cette troisième révolution industrielle qui est en cours, et tout le travail autour de la décarbonation, c'est une nécessité, comme l'ont rappelé les uns et les autres, et que si on ne prend pas ce pas technologique, on va louper, on va passer à côté de ce train. Et là, ce qui est certain, c'est que nos entreprises seront en première ligne. On disait tout à l'heure qu'on avait une structure industrielle qui est fortement dépendante du passé, et un passé qui était très carboné. Si on n'aide pas, si on n'accompagne pas, si on n'est pas aux côtés de ces entreprises qui prennent ce pas, elles risquent d'être encore plus fragilisées dans un contexte de concurrence mondiale. On pourrait parler de ces taxes carbone aux frontières dont on parle souvent, mais qui en fait installent une concurrence presque déloyale pour nos entreprises. Merci. Dernière question, Fanny, à ce stade? Oui, une question pour toi, Valérie. Qu'est-ce qui a permis une telle organisation autour de ce sujet sur le littoral? Est-ce une contrainte de l'État qui a poussé cette organisation? C'est clairement au départ vraiment des initiatives des industriels. C'est vraiment une volonté des industriels de décarboner leur process. Et ils ont voulu entrer en synergie, trouver des optimisations, et donc la CCI les accompagne, et ils ont l'habitude de venir en CCI aussi pour dialoguer entre eux. Donc c'est vraiment partie de leur initiative. Et après, on s'est rendu compte que en travaillant avec la CCI internationale, qui nous a mis en relation avec d'autres industriels en Europe ou d'autres territoires, en travaillant avec le Conseil régional justement pour aussi intervenir auprès de la Commission européenne, on était bien plus fort et on allait bien plus vite. Et c'est vrai qu'en 2 ans, il y a eu énormément de travail de fait. Et d'ailleurs, le mois prochain, nous allons rédiger notre feuille de route CO2 et industrie pour le littoral dunkerquois, avec vraiment une vision pour les années à venir
à la fois de l'innovation et aussi des investissements d'infrastructures sur le territoire. Et juste une petite question très pratique, Valérie. Ces études sont-elles disponibles en ligne? Où peut-on les trouver? Alors oui, elles sont. Alors je ne sais pas si elles ont été publiées parce qu'on vient juste d'avoir les résultats, mais on passera l'information à ce moment-là et on le mettra sur le site peut-être CCI et REF3. Celles sur la chaleur fatale et celles sur le CO2 viennent de se terminer et elles ont été exploitées par le GIP Euraénergie. Donc je pense que c'est sur leur site, mais on le mettra en ligne à ce moment-là. On donnera le lien. Oui, puis vous Intéressant pouvez effectivement de les toujours, mettre en ligne. toujours consulter le site REF3 dans lequel vous trouverez la plus vaste collection possible d'interventions où d'ailleurs on retrouvera ce webinaire. Pour le moment, ça va, Fanny? Si vous voulez, j'ai encore une question. Peut-être une dernière pour Valérie. Vous avez réussi à mobiliser des grands groupes autour de cette question. Quid des startups, notamment pour les réflexions sur l'innovation? Est-ce que vous les avez intégrées elles aussi? Alors, pour l'instant, non, mais en fait, on est en lien avec tout l'écosystème de l'innovation, on va dire, grâce à CO2 Value Europe, par exemple, qui justement, cette association réunit tous les industriels et toutes les entreprises qui amènent de l'innovation dans le domaine. Et effectivement, il y a un gros enjeu à avoir la connaissance des innovations possibles dans la chimie, dans la carbonatation, dans les solutions de stockage. Donc, on fait le lien grâce à cette association. Et puis, pour 2021, on a prévu d'avoir un forum avec des stands justement sur ceux qui sont offreurs de solutions. Et puis, on va aussi rebondir avec les assises de l'énergie qui vont être organisées à Dunkerque en janvier pour justement rencontrer des entreprises qui proposent des solutions. Ok, si je peux, Philippe, peut-être une toute dernière question. Vous abusez, la Fanny. Là. Vous abusez. Alors, abusez. Vous me répondez en 30 secondes, parce que c'est une question rapide, réponse rapide en 30 secondes. Comment mettre en place un démonstrateur innovant pour la transition énergétique dans le cadre de la plateforme Euraénergie et quand cette plateforme sera-t-elle opérationnelle? Guylain Cambier ou Valérie? Valérie? Alors, le GIP Euraénergie. Enfin, ou les deux d'ailleurs. Le GIP Euraénergie a été mis en place là cette année 2020, donc il en est à ses débuts, mais il fédère, je le disais, déjà les acteurs et pour le coup les deux études que nous avons commencées. Et donc, je pense que 2021, ce sera vraiment l'année du décollage. Guylain? Merci. Je pense que en effet, 2021 va être l'année du décollage pour ce que disait, ce qu'on disait juste auparavant. Ce qui est certain, c'est qu'en rappelant les objectifs que tu as donnés tout à l'heure, non seulement ça devrait, mais il faut que ce soit l'année du décollage 2021 pour être très concret. Merci Guylain. Alors, on a beaucoup parlé déjà dans cette première demi-heure d'ArcelorMittal. Et tenez-vous bien, avant-hier, le président d'ArcelorMittal, qui s'appelle Aditya Mittal, a donné une interview dans le journal du dimanche. C'est tout frais. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait d'ailleurs parce qu'il savait qu'on tenait ce webinaire, mais j'en doute un petit peu. Alors voici ce que disait Aditya Mittal. Il disait « En tant que leader européen, nous voulons jouer un rôle majeur dans la décarbonation de l'industrie. » Et il ajoute en Europe, nous voulons réduire notre empreinte carbone de 30% d'ici à 2030 et atteindre la neutralité en 2050 à l'échelle du groupe. Donc, les choses sont tout à fait claires. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à Dunkerque, l'une des usines les plus émettrices du CO2 du groupe Mittal est chez nous. C'est peut-être même d'ailleurs l'usine la plus émettrice de CO2 du groupe ArcelorMittal. Et en tout cas, le site industriel ArcelorMittal de Dunkerque est le plus grand émetteur de CO2 de France. Donc, on a vraiment un cas qui est un cas tout à fait emblématique. Et le meilleur exemple que nous puissions donner, que nous puissions présenter, je crois que c'est véritablement la volonté qu'est en train d'appliquer ArcelorMittal. Et pour le faire, je vais passer la parole à Dominique Père, qui est le responsable du site,
et qui va donc nous expliquer les efforts entrepris, et je pense qu'on peut les saluer de façon tout à fait tangible. Dominique Père. Bien, bonjour à tous. Donc effectivement, Dominique Père, donc je suis le directeur du site d'ArcelorMittal Dunkerque et j'ai aussi en charge les relations institutionnelles au niveau de la région Hauts-de-France. Donc Philippe Vasseur disait effectivement qu'on est le plus gros émetteur de CO2 et c'est surtout qu'on est surtout le plus gros producteur d'acier. Oui. Nous sommes le plus gros producteur d'acier et bien que nous ayons les meilleurs résultats mondiaux en termes de kilos de CO2 émis par kilo d'acier, du niveau de production nous met effectivement au premier rang au niveau des émissions. Mais par rapport aux Chinois, par exemple, puisqu'on pourra en revenir tout à l'heure, nous émettons 30% de moins de CO2 au kilo d'acier que nos collègues chinois. Une courte introduction sur ce qu'est ArcelorMittal. Donc, nous sommes le numéro 1 mondial de l'acier. En France, nous avons 40 sites de production. Nous représentons donc 15 000 salariés. Nous avons 3 centres de recherche et donc la recherche d'ArcelorMittal est essentiellement en France. Nous sommes très présents donc en région Hauts-de-France avec 4 sites de production majeurs, donc sur Dunkerque, sur Mardic, sur Dèvres, sur Montataire, à la fois dans l'Oise, dans le Pas-de-Calais et dans le Nord. Un grand centre de recherche avec 100 chercheurs dans l'Oise. Nous représentons 5 000 employés directs et 2 000 sous-traitants. Donc nos secteurs d'activité qui sont essentiels pour la France et pour l'Europe, c'est l'automobile, le bâtiment, l'énergie et l'emballage. Donc effectivement, sur la région de France, il y a donc le site d'ArcelorMittal Dunkerque, qui est le plus grand site d'ArcelorMittal en Europe, le plus grand site d'ArcelorMittal dans le monde, ex aequo avec un site qui se trouve donc au Brésil. Donc c'est un site intégré qui démarre avec l'acier, avec le minerai de fer et donc qui finit par des produits finis qui arrivent donc chez nos clients. Donc sur Dunkerque, ça représente 3100 salariés et 1500 sous-traitants. Un petit peu sur l'économie circulaire, puisque j'en reviendrai, puisque pour moi, la décarbonation est une continuité dans l'économie circulaire. Pour nous, c'est vraiment une longue histoire depuis 1982. Aujourd'hui, nous chauffons donc la ville de Dunkerque depuis 1982. Nous chauffons depuis cette année la ville de Grande-Synthe avec la chaleur fatale émise par le site. Et grâce à Ecosem, nous transformons nos coproduits en ciment. Tout ça dans un objectif de décarbonation, puisqu'à la fois la chaleur fatale et à la fois l'utilisation de nos coproduits permettent de réduire fortement les émissions de CO2. Vous l'avez dit, notre grand chef a dit qu'on avait donc un objectif de neutralité carbone en 2050. Donc à partir du moment où il annonce ça, nous le déployons. Et là, par rapport à ce qu'a dit Valérie tout à l'heure, nous ne sommes pas en stade de réflexion, mais là, nous sommes dans le stade de l'action. La réflexion, c'était il y a une dizaine d'années. Maintenant, nous sommes dans le stade de l'action. Et l'action va nous permettre de faire un premier pas, de réduire de 33% sur le site de Dunkerque les émissions de CO2 dès 2030 et d'obtenir donc la neutralité carbone en 2050. Et pour ça, concrètement, nous sommes en train de mettre en place donc 3 voies. On peut passer le slide suivant. Donc 3 voies. Et qui est toujours dans la suite de l'économie circulaire, c'est la circularité du fer. Donc aujourd'hui, nous recyclons donc 1 million de tonnes d'acier usagé, donc récupéré par exemple dans les déchetteries. Nous sommes en train de construire une installation qui nous permettra de recycler 2 millions de tonnes par an. Le recyclage d'acier, qui sera donc doublé, nous permettra de réduire de 8% nos émissions de CO2. Alors l'objectif, c'est non seulement une modification de process, mais c'est aussi reconcevoir une logistique complète, essayer de capter 1 million de tonnes d'acier recyclé parmi 14 millions de tonnes qui aujourd'hui s'en vont en dehors de l'Europe. Donc c'est un petit peu bête faire partir cet acier usagé en dehors de l'Europe plutôt que de le recycler sur place.
Ah, c'est en cours, industriel qui est en cours. Nous avons obtenu les crédits d'investissement il y a quelques semaines. Les constructions est en cours et ça sera opérationnel en 2022. C'est le concept de haut fourneau vert ou appelé par Aditya Mittal Smart Carbon. Là, l'objectif, c'est de réinjecter donc les gaz sidérurgiques réducteurs. C'est des gaz qui sont riches en hydrogène et riches en CO. Alors, qui dit CO pour un petit peu les chimistes, hein, ça veut dire C comme carbone et O comme oxygène. Donc, l'objectif, c'est de recycler ces gaz réducteurs, notamment le CO, dans le haut fourneau, et pour que ces CO viennent en lieu et place du carbone fossile que l'on met à l'intérieur du fourneau. Donc là, c'est vraiment, toujours en termes d'économie circulaire, la recirculation du carbone à l'intérieur du fourneau. Nous sommes en train d'implanter un pilote industriel. Après 10 années de recherche, nous sommes en train d'implanter un pilote industriel sur le site de Dunkerque. Une fois que ce pilote industriel aura donné ses résultats d'ici 3 ans, nous envisageons donc de modifier complètement donc, nos fourneaux avec ce concept, ce qui nous permettra donc de réduire de 17% nos émissions. C'est un concept nouveau, novateur, innovant, ça ne se fait nulle part dans le monde, et donc ça sera implanté sur Dunkerque. Le troisième sujet, et donc on le voit sur ce camembert, c'est la capturation du CO2. Nous en sommes aussi en train de développer un pilote industriel, de construire un pilote industriel sur le site de Dunkerque. Il s'agit de capturer le CO2 des fumées, de le purifier, de le liquéfier, une nouvelle ressource utilisée par d'autres industriels ou le stocker en mer du Nord pour nos excédents. Et là, l'objectif, là, ça nous permettra de réduire de 8% nos émissions de CO2. Ça sera entre 2021 et 2025. Industriels sur les deux hauts fourneaux seront implantés entre 2026 et 2030. Cette installation industrielle permettra de capter 1 million de tonnes de CO2 par an. Donc, c'est 1 million de tonnes de ressources qui devraient être utilisées sur la région Hauts-de-France. Voilà pour nos 3 projets qui, concrètement, nous amèneront donc en 2030 à moins 32%. Première étape pour 2030. En cours de réflexion, et ce ne sera plutôt pas avec une filière hydrogène, mais où nous sommes en train de lancer les études pour aller jusqu'à la neutralité carbone en 2050. Ce que je souhaitais dire, c'est que c'est vraiment un projet territorial. Valérie l'a dit tout à l'heure. ArcelorMittal doit jouer un rôle particulier et, comme nous l'a demandé la ministre de l'Industrie, d'être moteur dans ces domaines au niveau de la région Hauts-de-France. L'atout au niveau de la région de France, c'est qu'on a un grand port maritime qui est ouvert sur l'Europe et le monde. On a de nombreux émetteurs de CO2 et on a une volonté commune de transformation. Et effectivement, nous travaillons maintenant depuis 2 ans avec les industriels, avec l'appui de la CCI, sur cette volonté commune de transformation. Capable de créer des synergies en rassemblant tous les acteurs autour d'un projet territorial. On crée des infrastructures CO2, un hub CO2, un pipe CO2. Régions dans le monde, comme par exemple le port de Rotterdam, sont en avance sur nous. Il faut que nous le copions pour devenir le champion de la transformation du CO2 français. Donc cette transformation, tout à l'heure on parlait d'emploi, hein, donc cette transformation elle permettra de créer de nouvelles activités qui seront des activités de transformation des molécules de CO2 en nouveaux produits, ce que moi j'appelle la CO2 chimie, c'est-à-dire qu'on est capable à la place du pétrole, de fabriquer des polymères, de fabriquer du carburant. Et donc c'est ça les enjeux de demain, c'est ça qui permettra d'implanter de nouvelles industries, c'est ça qui permettra de créer des emplois.
ça sur ce que j'avais à dire. Après, bon, peut-être dans les conclusions, je souhaiterais quand même parler effectivement du besoin de soutien qu'on a au niveau de l'État et de l'Europe, parce qu'effectivement, tout ce que je viens de parler, ça ne peut pas se faire sans l'aide des collectivités, sans l'aide de la région, sans l'aide de l'Europe et sans l'aide de la France. Mais message reçu, hein, on sera, notamment vis-à-vis de l'Europe, très, très mobilisé avec vous. Hein, c'est tout à fait clair, que ce soit le Conseil régional, la mission F3, message bien reçu. C'est un enjeu qui est un enjeu tout à fait considérable, comme vous l'avez souligné. Je suppose que ça suscite un certain nombre de questions, Fanny, non? Tout à fait. On a des questions, plusieurs questions pour Dominique Père. Juste avant, si vous me le permettez, Philippe, je reviens sur les questions qui avaient été posées tout à l'heure. Et on a Claude Calès d'Eura Énergie, directeur opérationnel d'Eura Énergie, qui a voulu commenter pour rappeler qu'Eura Énergie est l'outil territorial dédié à animer et accompagner la démarche de transformation du complexe industriel au portuaire. Et il nous dit que les études portées par Eura Énergie sont en voie de finalisation et elles seront partagées en décembre 2020, donc dans à peine quelques semaines. Alors pour Monsieur Père, il y a beaucoup de messages, de commentaires qui saluent bien sûr le projet d'envergure qui est mené par ArcelorMittal Dunkerque et ses ambitions, notamment au niveau de l'emploi. Une question qui est plus générale. Est-ce que vous pensez, Dominique Père, que l'action que vous menez contribue directement à la durabilité de votre activité dans les Hauts-de-France? C'est pas vraiment pour ça que si on fait donc ces transformations de CO2, c'est effectivement par une conviction et c'est par une conviction. Hein. Mais par contre, effectivement, je ne peux pas imaginer qu'une entreprise en Europe survive si elle ne faisait pas cette transformation. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait. On le fait pour une conviction. On est effectivement, comme l'a dit Monsieur Vasseur, de par la quantité d'acier que l'on fabrique, un grand émetteur de CO2, il est de notre responsabilité de réduire fortement et d'ouvrir la voie dans ce domaine. Une autre question, est-ce qu'ArcelorMittal envisage de s'approvisionner en électricité verte? Une question de Virginie Vivalda. Voltaïque ou éolien, elle précise. Donc, je vais vous surprendre, mais donc aujourd'hui, déjà, donc, non seulement on produit de l'acier, mais on produit des gaz, comme je l'ai dit tout à l'heure, et aujourd'hui, nous sommes complètement autosuffisants en électricité, électricité que j'appellerais peut-être grise. Alors, dans ce cas-là, nous fournissons donc la région Hauts-de-France en électricité grise. Très bien. Alors, que j'ai d'autres questions. Qu'est-ce qui se passe parallèlement du côté de l'usine de Fos-sur-Mer? Des infos sur... Tout à fait. Donc, nous sommes répartis au niveau du groupe pour installer des différents pilotes différents suivant les usines. Donc, il y a des pilotes qui seront différents au niveau de Fos-sur-Mer, d'autres pilotes qui sont en cours d'implantation sur l'usine de Gand en Belgique, d'autres pilotes qui sont installés en Allemagne. Donc, ce premier pas entre 2020 et 2030, c'est non seulement une première transformation pour réduire le moins 30%, mais c'est de tester des pilotes différents dans les différentes unités du groupe. En 2030, on pourra faire le point, vérifier quels sont les meilleurs pilotes industriels sur l'ensemble des sites et après les dupliquer sur l'ensemble des sites d'ArcelorMittal, non seulement en Europe, mais aussi dans le monde. Donc, effectivement, il y a des pilotes qui sont en construction sur l'usine de Fos, qui apporteront le résultat, et j'espère que dès 2030, nous les implanterons sur ArcelorMittal Dunkerque. Si j'ai encore une petite minute pour une question. Oui, la dernière. Philippe, oui. Oui. Alors, est-ce que le canal Seine-Nord-Europe contribuera à la décarbonation de l'industrie régionale? Question de Nicolas Rochas. Enfin, là, c'est peut-être pas une question pour Dominique Père, mais bon. Utilise aujourd'hui, c'est le train qu'on utilise. Donc on est le premier client de la SNCF, donc on utilise le train pour le transport de nos produits interstades. Donc je pense que déjà, en termes de décarbonation, je pense qu'on fait déjà le maximum sur ce sujet de transport. C'est ça, oui, il y avait une question justement sur le transport qui est un émetteur de carbone. Les incitez-vous au report modal ferroviaire? Donc, c'est ce que vous dites là. C'est un sujet d'ailleurs. C'est un sujet d'ailleurs que nous avons partiellement traité et on travaille avec le Conseil régional notamment sur
la transformation de certaines flottes ferroviaires, etc. Bon, et d'ailleurs, ArcelorMittal est parfaitement au courant de ce que nous essayons de faire en étant partie prenante. Voilà, il n'y a plus d'autres questions. J'allais poursuivre effectivement. J'allais continuer effectivement comme sur la partie donc mécanisme d'impulsion carbone aux frontières de l'Europe. Ça, c'est fondamental. Oui. Aujourd'hui, les Européens, les industriels européens ont des quotas CO2 et achètent du CO2 sur le marché puisqu'ils émettent plus de CO2 que des quotas. Les Européens sont soumis à ces quotas de CO2 et à cet impact CO2. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Russes qui exportent vers l'Europe leur acier ne payent pas de CO2. Exige au niveau de l'Europe, c'est de remettre donc un mécanisme d'inclusion carbone aux frontières de l'Europe, pas pour avoir un avantage, mais pour au moins avoir une concurrence équitable au niveau mondial. Fondamental, il en va de la survie de la sidérurgie européenne. Il en va aussi du réchauffement climatique, puisqu'aujourd'hui, je prends l'exemple de Dunkerque, à Dunkerque, on émet 1,8 kg de CO2 pour 1 kg d'acier. En Chine, c'est 2,4. C'est ce qu'on appelle le mécanisme d'inclusion carbone pour éviter les fuites de carbone aux frontières que l'on constate depuis 2 ans et qui continue à impacter le réchauffement climatique. Donc ce mécanisme, il faut l'implanter d'urgence au niveau français. Le deuxième message que je souhaitais apporter au niveau des pouvoirs publics, c'est qu'on a besoin de soutien des pouvoirs publics européens pour faire notre transformation. La transformation pour l'usine de Dunkerque, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Gigantesque. On souhaite avoir, par des subventions, le soutien des pouvoirs publics européens. Retour, puisque ce que l'on paye en CO2, ça serait peut-être logique que ça revienne aux industriels pour assurer leur transformation. Ça serait un juste retour. Et le dernier message que je souhaitais porter aussi, c'est dire que l'acier est un facteur essentiel de la souveraineté française et européenne. C'est un maillon clé de l'ensemble des chaînes de valeur que sont l'automobile, la construction, l'emballage, l'électroménager. L'avantage qu'on a en Europe aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de le relocaliser puisque ça existe déjà en Europe. Il faut vraiment impérativement faire tout ce qui est dans notre possible, partir en Europe en exigeant uniquement une concurrence équitable au sein du monde, les exportations déloyales qui arrivent en Europe. Dernier message que je souhaitais passer. Oui, ben écoutez, ils sont passés. Alors, tout ne dépend pas de notre volonté propre, hein, mais vous pouvez compter sur l'appui, et notamment sur l'appui du Conseil régional. Je peux parler au nom de son président en la matière, pour appuyer notamment votre premier sujet qui est fondamental. Si on tolère l'importation chez nous de produits pour lesquels nous acceptons des mesures que nous nous interdisons nous-mêmes, ça n'est pas vraiment compatible et c'est sur un plan général, c'est une chose qu'on doit faire et l'appui vis-à-vis de l'Europe tout à fait également. Message bien reçu, ce que vous faites est important, nous le mesurons. On vient de voir que c'est pris très au sérieux, cet objectif de décarbonation chez ArcelorMittal. C'est un excellent exemple, pour ça d'ailleurs qu'on tenait absolument à avoir votre témoignage. Alors d'une façon générale, qu'en pensent les entreprises de la décarbonation? Je vais poser la question à leurs représentants, le président du MEDEF de Hauts-de-France, Patrice Penel, qui est avec nous. Patrice, la décarbonation, c'est un sujet que tu peux porter au nom de toutes les entreprises? Merci de m'avoir sollicité pour ce webinaire. Et depuis 1 heure, je vois du tilé là, parce que on trouve des thèmes où la région elle est championne. On sait qu'on a des thèmes où on est très bon, on a dans l'agroalimentaire, on a des très grands savoir-faire, dans la chimie, on a des très grands savoir-faire. Et j'apprends ce matin, mais je le savais déjà, qu'on est les champions dans la production de CO2. Or, le propre d'un chef d'entreprise, c'est d'une menace en faire une opportunité. Et donc, nous avons une superbe opportunité. C'est ce que nous a dit Dominique Père est tout à fait exemplaire. C'est qu'il c'est pas une seule mesure qui va décarboner
l'économie. C'est une somme d'éléments. Et je pense qu'on devrait utiliser ArcelorMittal Dunkerque comme un laboratoire grandeur nature de tout ce qui est possible de faire. Et quand il décrit toutes les technologies qui sont mises en œuvre pour arriver à ce qui est nécessaire pour décarboner sa production et devenir exemplaire d'un point de vue environnemental, il y a toutes ces mesures, on peut les prendre une par une et développer des pôles d'excellence et des pôles de compétitivité ou des pôles de je ne sais pas quoi. En tout cas, développer des technologies qui peuvent être déclinées ailleurs. C'est une très bonne base. On sait qu'un territoire, pour être attractif, il a besoin d'innover. On sait que la région, elle a de ce point de vue-là beaucoup de retard. On est les derniers de la classe, ou presque. Je pense que si on prend un certain nombre de ratios, on n'a pas à être très, très optimiste sur l'avenir. Et bien là, voilà un élément d'optimisme. Voilà un point sur lequel on pourrait bâtir, parce qu'il n'y a pas de régions ou de territoires qui sont très avancés sur ce sujet-là. Et je suis persuadé qu'on a vraiment une carte à jouer. On a une structure d'accueil qui est REF3 et on a dans REF3 donc ce très beau projet d'accompagner la décarbonisation de l'économie. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Donc, le MEDEF peut relayer ce message auprès des entreprises. Bien sûr que le MEDEF peut relayer auprès des entreprises. C'est que il y a aussi un message que j'ai bien apprécié, c'est que on a l'usine qui produit le plus de CO2. Je ne vais pas dire la plus polluante parce que ce serait vraiment beaucoup trop réducteur. On a l'usine qui en France produit le plus de CO2. On est une région dans laquelle le taux de CO2 qui vient d'industrie est le plus élevé de France. Et ben, tout ça, il faut dire que l'avenir, c'est forcément la décarbonisation de l'économie. On ne peut pas faire autrement. Tout le monde est persuadé que ça. L'environnement et le problème climatique, il est prégnant dans toutes les catégories de population. Si on veut encore exister demain, si on veut pouvoir recruter, si on veut simplement pouvoir vendre nos produits, il faut qu'on le fasse de manière vertueuse par rapport au climat. Et je pense que c'est vraiment un excellent thème et que si on explique aux entreprises qui sont aujourd'hui menacées par ce type de contraintes, qu'après tout c'est une opportunité, que comme tu viens de le dire Philippe, il faut absolument que l'Europe, là aussi, elle soit simplement honnête. C'est qu'on ne peut pas taxer des entreprises européennes qui polluent et les laisser rentrer des produits qui sont polluants par nature. Ça c'est profondément injuste, c'est immoral, on ne peut pas accepter ça. Donc, si on met toutes ces mesures bout à bout, je pense que les entreprises qui sont aujourd'hui polluantes, elles peuvent avoir une opportunité parce qu'elles seront moins polluantes. Et dans 5 ans, dans 10 ans, eh bien, elles seront compétitives au niveau mondial parce que le monde entier va être obligé de nous suivre sur ce sujet-là. Elles sont en capacité d'exportation. Si elles produisent des produits qui sont moins polluants que d'autres, eh bien, elles bénéficieront si le système est parfaitement équilibré, elles bénéficieront d'une meilleure compétitivité sur les marchés internationaux. Donc, je pense que tout ça sont des opportunités. Oui, c'est un des grands thèmes qu'une région comme la nôtre peut défendre, compte tenu du fait qu'effectivement, nous sommes en quelque sorte tête de pont. Et c'est vrai qu'il ne doit pas y avoir de naïveté vis-à-vis des importations d'un certain nombre de produits qui sont produits dans des conditions environnementales qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Je crois que là-dessus, on peut avoir véritablement une unanimité et d'être très combatif à l'égard de l'Europe, très exigeant à l'égard de l'Europe et même au niveau national. Absolument. Alors écoutez, je crois qu'on a vraiment fait un tour d'horizon qui est un tour d'horizon assez impressionnant, assez important. Le débat n'est pas clos, bien évidemment, mais on a vu quelle était son ampleur. Je vais peut-être demander un mot de conclusion à chacun d'entre vous, à Patrice, à Valérie et puis à Guilain Cambier. Mais sauf si M. Père souhaite peut-être ajouter un dernier mot compte tenu de ce qui vient d'être dit par le président du MEDEF de France. Non, ce que j'avais à dire, c'est on est prêt à continuer la transformation du territoire dunkerquois et de la région Hauts-de-France. Donc, on a effectivement, comme l'a dit Valérie, depuis 2 ans, un collectif d'industriels qui tire ce projet CO2. Ça a commencé par le manifeste il y a maintenant 1 an et demi. Maintenant, c'est la feuille de route de transformation du territoire. On a intégré des industriels qui nous ont rejoints sur ce sujet-là, pour faire en sorte effectivement que la région Hauts-de-France, avec son port de Dunkerque, soit le hub CO2 français
et qui permettent d'utiliser ce CO2 comme ressource pour non seulement transformer le territoire, mais produire de nouveaux produits. Très bien. Patrice? Ouais, il y a un sujet qui a été dit, c'est c'est encore Dominique Père qui l'a dit, c'est qu'on est une région où on sait faire des produits lourds, on sait faire en acier, on est les plus forts, et qu'il faut absolument préserver ce savoir-faire régional. On a trop longtemps dit que c'était un handicap pour la région que d'avoir une industrie lourde. Bah non, c'est un sacré atout. Et le handicap qui était celui de peut-être d'avoir des émissions de CO2 qui étaient excessives, mais cet handicap, on est en train de le gommer. Et après tout, on peut donc redevenir, se redévelopper sur cette base d'industrie lourde. Donc c'est aussi une opportunité. Belle perspective. Valérie? Eh ben, on s'est rendu compte avec tous nos échanges que avec le CO2, on va créer de la valeur. On va créer une filière industrielle, certainement, avec des PME, avec des grandes entreprises qui innovent, mais avec des PME. On va créer peut-être un jour un label aussi pour reconnaître la qualité des produits qui sont produits avec justement peu de carbone. Et j'ai envie de finir, moi, sur la fierté. Je crois qu'on peut être fier de notre industrie. On peut être fier aussi dans notre région d'avoir travaillé la décarbonation très tôt. Et puis, on a aussi, on peut le dire, de l'électricité décarbonée dans notre région parce qu'il y a de l'éolien onshore, offshore maintenant parce qu'il y a un champ d'éolien qui va se créer aussi sur Dunkerque. On a de l'électricité nucléaire qui est aussi produite sans carbone, même si on a des industries qui consomment énormément d'énergie. Et donc, finalement, on est bien une région pilote et je crois qu'on peut être fier de nos métiers industriels et de nos filières. Merci Valérie. Guylain, je vais te laisser le mot de conclusion, le mot de la fin. Bon, je ne me permettrai pas de parler et de conclure à ta place, Philippe, mais si je devais garder un mot à vous écouter les uns les autres, c'est de l'optimisme. Parce que entre une tête de gondole, comme on peut avoir avec Arcelor et sa perspective en même temps rapide et en même temps sur plusieurs années également, on a une profondeur dans le processus industriel. Je remercie M. Père qui, à chaque fois, nous remet un petit peu à niveau en termes de physique-chimie, d'ailleurs. Ça fait le mal à personne, et particulièrement à moi. Mais ensuite, parce qu'on y retrouve des grands thèmes. Monsieur Père également parlait de souveraineté française qui est à remettre en avant, en particulier sur l'industrie, parce que l'industrie, en effet, on peut en être fier, non seulement elle innove, non seulement elle crée de l'emploi, elle défriche des pistes pour l'avenir. Donc on est loin de l'image qui est traînée de ci, de là, et puis d'un petit peu du choix qu'on a fait il y a une trentaine d'années, en France en particulier, où on n'avait pas mis notre industrie en avant et on travaillait plus sur les services. Et puis, une fois qu'on a notre tête de gondole, il est important, comme ça a été dit dans les questions d'ailleurs, d'avoir derrière le relais de l'ensemble des entreprises. Et j'ai écouté M. Penel tout à l'heure avec délectation, parce que tout en souriant, il nous disait que bien sûr les entreprises étaient là, étaient prêtes à s'investir dans on va dire, cette nouvelle évolution qui se profile. Donc on a un effet réseau. C'est tout le travail que vous faites avec REF3 qui est important, un effet d'image, parce qu'on a besoin après de former aussi derrière du personnel qui va s'investir dedans. Et puis, on a aussi un effet de transmission, parce que là, on travaille en effet sur du très long terme, moyen ou long terme, et on travaille pour l'avenir. Et c'est beau de voir les Hauts-de-France travailler comme ça pour l'avenir avec autant de détermination. Alors, les Hauts-de-France s'affirment, et c'est bien de le dire, de le redire, comme une grande région industrielle, avec la fierté qui est la nôtre. Et je crois que tu as mis l'accent véritablement sur ce qui nous caractérise, qui est le faire ensemble. C'est-à-dire que nous sommes capables d'unir nos forces. Et d'ailleurs, si le territoire de Dunkerque, si le Dunkerquois a été retenu comme région, enfin, territoire d'innovation, le seul territoire de Hauts-de-France à être retenu comme territoire d'innovation, c'est précisément parce qu'ils ont été capables de porter un projet ensemble. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avec REF3. C'est un beau témoignage que nous pouvons donner et que nous continuerons d'ailleurs de donner dans cette voie. Alors, merci d'avoir participé à ce webinaire numéro 6. Il en reste 2. Nous avons entamé une série de 8 webinaires. Alors, le prochain, on va être sur un sujet qui est un sujet assez différent de celui qu'on a évoqué aujourd'hui, qui porte sur la bioéconomie. Alors, vous verrez, la bioéconomie, là encore,
les Hauts-de-France ont véritablement des atouts qui sont des atouts considérables et que l'on peut mettre en avant. Et puis, le 8 décembre, nous aurons donc notre dernier webinaire. Il sera en quelque sorte conclusif. Alors, il a été intitulé « Transversalité et territoire ». En fait, ce que nous voulons démontrer, ce sont les bénéfices pour la population, les bienfaits pour les gens qui peuvent être apportés en termes d'emploi, en termes de pouvoir d'achat, en termes de confort de vie, par justement cette dynamique qui est la nôtre, qui est faite évidemment au premier rang pour les habitants de cette région qui n'en ont pas toujours conscience. Ce sera intéressant d'ailleurs, on aura une représentation très pluraliste des différents acteurs qui ont participé à cette belle aventure depuis maintenant 7 ans. Merci à vous tous, merci Dominique Père, merci Valérie, merci Patrice et merci Guylain qui a très bien représenté le conseil régional dans disons, ce webinaire, dans cette session de webinaire. Et n'oubliez pas, pour tout renseignement, toute information, toute demande d'appui, il y a une adresse mail, contact@3.fr. Voilà. Merci et à très bientôt.